Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... Théo Top, Théo Max, Théo Taquet. On a envie de leur baptiser, sans cesse, sans foi, sans jeu de mots, peut-être, pour une fois. Alors non, plus besoin de présenter celui qui, à moins de 20 ans, fut déjà vice-champion du monde et d'Europe handisport de natation, avant de réussir, en 2021, le défi un peu fêlé de traverser à la nage 11 jours durant le lac Titicaca. Non, pas besoin de présenter celui qui est également conférencier, chroniqueur TV et radio, mannequin ou encore comédien et qui vient de sortir sa biographie « La chance de ma vie ». Mais qui connaît les tout premiers pas sacrés puis sacrifiés de cet enfant atteint d'une méningite bactérienne foudroyante et amputé des 4 membres dès l'âge de 6 ans? Oui, qui connaît la trajectoire hors norme de ce Spider-Man inspirant un peu speedé, de ce super-héros super heureux, au courage lunaire et au sourire solaire? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Théo Curin. Salut Théo. Salut, bonjour. Et surtout merci. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravi d'être là. On est ravis de te compter parmi les enfants d'Allons enfants. Ces 2 premiers mots, qu'est-ce qu'ils t'inspirent ? Peut-être évidemment l'enfance est un moment de la vie très 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 important pour moi parce que durant mon enfance il s'est passé tout un tas de choses et je pense que le jeune homme que je suis aujourd'hui est devenu ce qu'il est pendant l'enfance. Et bien justement, on va retraverser toute cette période, effectivement pas très lointaine, mais on va commencer, si tu le veux bien, par le commencement. Tu es né le 20 avril 2000 à la maternité de Lunéville. C'était un jeudi, jour évidemment, dont se souvient parfaitement ta maman. L'accouchement de Théo s'est passé rapidement, dans de bonnes conditions. J'ai refusé la péridurale, donc j'ai quand même souffert de quelques contractions pendant quelques heures, mais ça a été relativement rapide et sans complications particulières. Je savais que j'allais avoir un petit garçon après ma petite fille. Non, mais je le trouve très beau. Je me souviens, après l'accouchement, qu'il était à côté de moi dans sa couveuse et que je l'ai longuement admiré. Voilà, je l'ai trouvé très beau. Une taille standard, j'ai envie de dire, ni trop gros ni trop petit. Un accouchement à terme, donc un bébé avec des mensurations moyennes. Mais surtout, oui, je le trouvais très beau, quoi. Ça fait bizarre, je savais pas que j'allais entendre ma maman. Non, mais c'est trop cool. Waouh, je m'y attendais pas, je suis touché. Ton identité complète, c'est Théo Michel Curin. Alors pourquoi tes parents ont-ils choisi ces prénoms ? On écoute encore une fois ta maman. On a listé plusieurs prénoms qui nous plaisaient et parmi cette liste, Théo semblait nous a plu tout de suite. J'avais envie d'un prénom assez court. À l'époque, j'avais l'impression que ce n'était pas un prénom très répandu. J'ai vu par la suite que finalement si. Voilà, c'est un prénom qui me plaisait bien. Voilà. Et son deuxième prénom est Michel, qui est le prénom de son grand-père. Donc j'étais très fière de pouvoir nommer Théo du même prénom que mon papa. D'autant plus que Théo a eu une relation très fusionnelle et très importante avec mon papa, donc aucun regret. Aucun regret, effectivement. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que j'ai été très très proche de mon grand-père. Mon grand-père a été très très important pour moi. Il est parti l'année dernière, mais sans lui, je serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Il a été toujours à mes côtés, à m'épauler et à me soutenir. Donc c'est beaucoup de fierté d'avoir son prénom aussi. J'ai à côté de moi, évidemment, La chance de ma vie, ce livre qui raconte tes premières années, effectivement, et tu lui as dédié ce livre. Il fait effectivement partie des personnes qui ont compté. Ouais, tout à fait. Et oui, ça a été évident pour moi quand on m'a demandé à qui j'aimerais dédier ce livre. J'ai tout de suite pensé à lui parce que j'ai beaucoup souffert aussi quand il est parti parce que je m'y attendais pas du tout. Et voilà, j'aurais aimé tout simplement qu'il puisse le lire. Donc en fait, c'était un petit peu une façon pour moi de lui donner ce livre en quelque sorte. Et c'est vrai que je parle beaucoup de lui aussi dans ce bouquin parce qu'il a une place très très importante dans ma rééducation, dans l'apprentissage de ma vie de jeune homme et il m'a éduqué d'une manière ou d'une autre, ouais.
Et puis pour revenir à ton prénom, Théo, effectivement, un prénom court, percutant. On dit parfois que c'est déjà une première personnalité à porter, un prénom. Et je trouve qu'effectivement, il te va bien, il te ressemble, non ? Ouais, c'est vrai. En fait, des fois, je discute avec des gens et des gens me disent qu'ils aiment pas leur prénom et tout. Et moi, sans aucune prétention, j'aime beaucoup mon prénom. Je trouve qu'il me va bien et je le trouve joli. Donc ouais, j'aime beaucoup mon prénom. Ouais, tout à fait. Théo, on va maintenant un peu replanter le décor, d'accord ? Avec plaisir. Tu es donc né le 20 avril 2000, soit la dernière année du XXe siècle et du deuxième millénaire. En 2000, comme Addison Rae, Erling Haaland, la PS2, l'émission Qui veut gagner des millions ou encore l'Anne Trotro. Cette année-là, les Français disent oui à 73% au référendum proposant de ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, alors que le gouvernement Jospin met en place la réforme des 35 heures. Cette année-là, si Tarja Halonen devient la première présidente de la Finlande, Vladimir Poutine est élu pour la première fois président en Russie, et ce quelques semaines avant que George W. Bush ne devienne le 43e président des États-Unis. Côté musique, si les Daft Punk cartonnent avec One More Time, les Energy Music Awards connaissent leur première édition présentée à Cannes par Ophélie Winter. Côté cinéma, alors que Gladiator décroche l'Oscar du meilleur film à Hollywood, Daniel Auteuil reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans La fille sur le pont. Côté sport, la Française Marie Pierce remporte le tournoi de Roland-Garros face à l'Espagnole Conchita Martinez, quelques semaines avant que les Bleus de Zidane et consorts ne remportent in extremis l'Euro de football face à l'Italie. Scusi. Enfin, à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney, la délégation française récolte 38 médailles, dont une en natation pour Roxana Maracineanu. Voilà, pour l'an 2000, est-ce qu'il y a des faits qui retiennent ton attention ? Bah non, mais c'est drôle parce que je m'étais jamais trop concentré sur ça, donc j'ai appris pas mal de choses. Et non, c'est vrai, c'est étonnant. Je pense qu'on se concentre pas assez sur l'année où on a apparu dans ce monde. Donc ouais, c'est étonnant de voir un petit peu tout ce qui a changé. Évidemment, le sport me touche beaucoup. Il y a eu quand même pas mal de dates sympas. La seule petite chose qui me manque, c'est ne pas avoir connu les francs. Ça, je suis un peu déçu en fait de pas avoir connu ça. Et puis 98, la Coupe du Monde aussi, c'est une petite écorchure dans mon cœur au fond de moi. Tu n'es champion du monde qu'une fois. Voilà. Nous, on l'a déjà été deux pour la plupart d'entre nous. Je m'en remettrai, c'est pas grave. Mais la prochaine arrive bientôt. Voilà, c'est ça. Qui sait. On va maintenant un peu reparler de tes parents, si tu le veux bien, de Dominique et Stéphanie. Ton papa, Dominique Curin, né en 1966 à Nancy, employé au service informatique de la SNCF, un homme aux yeux bruns, foncièrement gentil et attentionné. Quel genre de papa est-il et que penses-tu avoir hérité de lui ? Alors, quel papa il est ? Je pense que c'est tout simplement un papa et une personne ultra bienveillante. Et je pense que c'est ça qui m'a donné en fait tout au long de mon adolescence et même jusqu'à aujourd'hui. Ouais, quelqu'un de très bienveillant, très très gentil avec qui que ce soit, des gens de la famille, des gens de l'entourage ou même des inconnus. Donc ouais, c'est ça, une certaine bienveillance qui m'a offert. Et en quoi tu lui ressembles ? Bah, je pense que c'est cette bienveillance. Je suis toujours très intéressé moi par les gens, par les autres. Voilà, en fait aujourd'hui, je raconte beaucoup mon histoire et des fois je me lasse un peu et donc en fait, j'essaye de me ressourcer en écoutant les autres. Et je pense que c'est ça en fait où je lui ressemble un petit peu, c'est dans l'écoute des gens. Lui, il pourrait écouter toute une après-midi quelqu'un parler. Et en fait, c'est pas du tout quelqu'un d'égocentré. Il est vraiment ouvert à la discussion avec les gens et c'est ça, je pense, où je lui ressemble le plus. Ta maman, Stéphanie Lang, de son nom de jeune fille, née en 1976, à Lunéville, comme toi, d'une famille d'origine lorraine. Elle a commencé comme hôtesse de caisse chez Cora après ses études et exerce désormais le métier de secrétaire. C'est une femme réservée, plutôt timide et phobique des oiseaux. Quel type de maman est-elle, justement ? Et là aussi, qu'est-ce que tu penses avoir hérité d'elle ?
Je pense que c'est tout simplement la meilleure maman au monde. Je pense qu'on le dit tous, mais en tout cas, je le pense vraiment parce qu'elle m'a tellement protégé, mais aussi c'est paradoxal parce qu'elle m'a protégé tout en me poussant en fait à croire en moi et en mes rêves. Quand il nous arrive un pépin dans notre vie, le risque c'est de surprotéger un petit peu la personne en question. Et moi, mes parents et en l'occurrence ma maman, elle m'a protégé dans le bon sens, mais elle m'a surtout poussé à aller vers les autres, à m'ouvrir à la société et à m'ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment le monde. Et je pense que j'ai hérité d'elle, je pense l'amour en fait qu'elle m'a donné. Je pense que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai le sourire, je pense 99% du temps. Je fais peut-être très sûr de moi, mais j'ai quand même une certaine sincérité, une fragilité au fond, qui, je pense, reflète un peu la personnalité de ma maman. Et voilà, elle m'a appris ce qu'est vraiment l'amour, quoi. Et cet amour, j'essaye de la dégager auprès des gens que j'aime tout au long des journées, de ma vie, en l'occurrence. Et cette phobie des oiseaux? Cette phobie, oui. Voilà. Il y en a une autre que tu as réussi à dépasser, on en reparlera bien évidemment. Ouais. Mais celle-ci? Bah ouais, c'est vrai que ma maman a peur des oiseaux et en fait, à partir du jour où un oiseau est rentré dans notre maison et qu'elle a sursauté, elle a vraiment eu très très peur. Et ben j'ai eu la phobie moi aussi des oiseaux. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'enfer quand je marche dans Paris et que je vois un espèce de banc de pigeons là qui sont agglutinés là les uns sur les autres. Donc voilà, c'est ma petite phobie à moi. C'est pas ma plus grande fierté, hein, je te le cache pas, mais c'est toujours surprenant. Évidemment, l'autre, c'est l'eau, qui est un terme sur lequel on est obligé de revenir un petit peu plus tard, mais d'ici là, on va évoquer la fratrie. Tu es donc le deuxième d'une fratrie de 2, puisqu'il y a Océane, ta sœur aînée. Alors, quel genre de petit garçon étais-tu? La réponse de la grande sœur. Théo, enfant, c'était un petit frère comme n'importe qui. On se battait pour le dernier yaourt au chocolat, on se battait pour le programme télé. En fait, on était tout le temps en train de se chamailler. Tout le temps. On avait vraiment la relation typique frères et sœurs qui sont jamais d'accord et qui veulent toujours aller chacun dans son sens, quoi. Mon regard n'a pas changé sur Théo parce que justement, moi, comme j'étais petite, il est tombé malade, j'avais 9 ans. Donc en fait, moi, je voyais pas forcément son handicap. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi, il n'y avait pas de raison que Théo fasse plus de choses que moi ou que Théo ait un peu plus de droits, entre guillemets, que moi. En fait, j'ai jamais vu son handicap, en fait. J'ai commencé à comprendre son handicap un peu plus tard. On va dire que pour moi, il n'y avait pas de handicap. C'était mon petit frère. Si je décidais que c'était à moi de choisir la télé, c'était à moi. Et à aucun moment, il y avait son handicap qui était entre nous. Bah c'est ça. Elle dit tout en fait. Elle est juste dans ses mots et je pense que ouais, ça m'a appris la vie quoi. Il n'y a pas eu on était à égalité avec ma sœur alors que certes sur le coup elle a beaucoup souffert. Elle le dit pas, mais c'est sûrement la personne la plus courageuse dans la famille. Moi à chaque fois on me dit ouais Théo t'es tellement courageux à 6 ans d'avoir survécu après tout ça et tout, mais faut s'imaginer quand on a 9 ans et quand on voit plus du tout son frère du jour au lendemain, qu'on voit plus ses parents parce que les parents passent leur journée à l'hôpital, c'est ça qui est difficile quoi. Et elle le dit pas, là, elle dit que les bons côtés entre guillemets. Évidemment, quand je suis rentré de l'hôpital, elle a gardé son rôle de grande sœur, où voilà, on se chamaillait, etc. Mais ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a beaucoup souffert, que ça l'a fragilisée, mais que ça lui a aussi construit une espèce de carapace qu'elle arrive à utiliser maintenant dans sa vie de jeune femme et même de jeune maman. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés, ma sœur. Elle s'est démerdée et elle a construit sa vie et son parcours toute seule. Et c'est un peu un exemple aussi en quelque sorte, à sa manière. Évidemment, Théo, même si je sais que évidemment reparler toujours et toujours de ce parcours de vie, voilà, au bout d'un moment c'est un peu peut-être ennuyeux ou pénible, bref, mais c'est quand même important de revenir sur ce fameux 18 mai 2006. Tu as tout juste 6 ans donc, maux de tête, nuque raide, plus de 42 de fièvre, un jour qui va littéralement changer ta vie. Ouais, c'est assez fou parce que ce matin-là, tout de suite, en fait, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, quoi, parce que je suis le petit garçon turbulent en temps normal qui court partout, qui se casse la gueule tout le temps, donc qui fait souvent des allers-retours aux urgences avec ses parents, mais par contre qui se plaint pas de petits bobos. Et ce matin, quand je me lève là avec un mal de tête et que je me plains à ma maman, on sait tous les deux qu'il y a quelque chose d'anormal et on se trompe pas, quoi, parce qu'au fil de la journée, mon état va s'aggraver, alors que le matin, on est allé voir une pédiatre et elle nous avait dit qu'il y avait rien d'anormal.
Et en fait, voilà, je vais monter jusqu'à 42 de fièvre et c'est là que tout a véritablement commencé quand j'ai convulsé et que j'ai été pris en charge aux urgences de Lunéville et qu'on m'a diagnostiqué après une ponction lombaire, une méningite bactérienne avec un purpura fulminant. Donc, quand on m'annonce ça, c'est assez bizarre. J'ai 6 ans, j'ai jamais entendu ce nom de maladie. Mes parents, pratiquement pas non plus. Donc, on s'inquiète sans trop s'inquiéter, quoi. Mais c'est quand on me dit que voilà, les urgences sont même pas en capacité de me soigner, qu'il faut qu'on me transporte dans un autre hôpital, que là, on se dit, OK, là, c'est sérieux, il va falloir se concentrer et écouter ce que disent les professionnels. Alors j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, et tu laisses entendre que finalement toi tu n'en as pas vraiment de souvenirs de ces jours-là, si? Mais c'est ça en fait qui est fou. Tout ce que je raconte à chaque fois sur cette maladie et même sur mon enfance, en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Parce que j'ai plus du tout de souvenirs d'avant ma maladie déjà. Et l'hospitalisation, j'ai très très peu de souvenirs. J'ai quelques visages qui me reviennent, j'ai quelques moments d'émotion en fait. Donc c'est assez paradoxal parce que quand on raconte l'hospitalisation, on s'attend à ce que je dise que c'était terrible, que j'avais mal, que j'ai souffert, mais en fait pas du tout. Moi, les seuls petits souvenirs que j'ai, c'est mon grand-père qui venait me voir et qui me ramenait des petites briques de lait. Je me souviens aussi de ma maman, de mon père qui venait régulièrement, des clowns les mercredis après-midi. Mais j'ai pas de moments difficiles en fait en tête. Et c'est ça qui est assez fou, et c'est même ce que je trouve un petit peu joli, parce que finalement le corps humain et le cerveau est bien fait. Il arrive à faire abstraction de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut, et je pense que même quand je regarde une photo de moi, même ma maman a gardé des albums photos avec mes mains et mes pieds, et en fait c'est assez bizarre parce que quand je vois ces photos, je me reconnais, mais j'ai pas l'impression que ce soit moi. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Effectivement, tu vas être donc amputé des 2 jambes, sous les genoux, puis les 2 bras sous les coudes. Quelle est alors la réaction de tes proches, de ta famille? On écoute encore une fois ta maman. Moi, le moment le plus marquant, c'est quand j'ai compris qu'il n'allait pas mourir, quoi. Voilà. Je ne voulais pas le perdre. Je pense que pour moi, c'était ce moment-là plus important lorsqu'on m'a dit il est sorti d'affaires, son pronostic vital n'est plus engagé. Oui, il y aura des conséquences, il y aura certainement des amputations. Peu importait à ce moment-là. Je savais qu'on allait s'en sortir et j'ai bien fait d'y penser puisque au vu de ce qu'a fait Théo et ce que fait Théo et ce qu'il fera visiblement dans l'avenir, c'est génial, quoi. Voilà, c'est que du bonheur. Voilà, c'est ça. C'est émouvant. Je m'attends pas à chaque fois d'écouter mes proches et ça me fait plaisir en fait parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu pour eux aussi quelque part et c'est vrai à ce moment-là, elle me l'a expliqué en fait parce que quand le chirurgien est venu vers mes parents et que ce chirurgien annonce que on allait m'amputer, en fait, la réaction de ma mère, elle avait qu'une envie, c'était de lui sauter dans les bras parce que en fait, pour elle, on avait encore une solution pour sauver son fils, quoi. Et c'est ça qui me touche parce qu'en fait, mes parents ont jamais été évidemment, ils ont été touchés, ils ont été tristes, ils ont vécu des moments horribles, mais en tout cas, ils me l'ont jamais montré. Et le peu de souvenirs que j'ai à l'hôpital, c'est des parents bienveillants qui regardent leur fils avec fierté parce qu'ils se battaient. Et ils m'ont toujours regardé de cette manière-là, sans aucun dégoût, sans aucune tristesse en tout cas. Alors, en tout cas, ils le laissaient pas paraître dans la chambre d'hôpital et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller au bout. Ouais. Tu le dis très bien, il y a effectivement tout de suite une joie qui reprend le dessus. On ne tombe pas du tout justement dans cette sinistrose, dans ce côté l'horreur. C'est vraiment la vie qui reprend le dessus et j'ai l'impression qu'il y a 2 choses essentielles à ce moment-là. C'est l'amour de tes parents et l'humour, comme si c'était les 2 meilleures armes qui soient, quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est les 2 meilleures armes dans la vie et aujourd'hui et dans la société en général. Quand on voit le bordel que c'est un peu partout là aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur ces 2 choses, quoi, sur l'amour et l'humour, parce que il y a que ça, c'est sincère, c'est beau, ça nous rapproche, ça nous touche, et moi ça m'a sauvé, parce que de voir l'amour dans les yeux de mes proches, ça m'a permis de reprendre confiance en moi et d'utiliser l'humour aussi, ça m'a permis de dédramatiser la situation qui est délicate. Moi, la première fois que j'ai une autorisation de sortie de l'hôpital et qu'on décide de dîner tous ensemble avec mes 2 parents et ma sœur Océane, tout de suite c'est gênant parce qu'on sait pas comment ça va se passer. On sait pas du tout comment je vais bouffer. Et en fait, direct, on rigole. Si j'en fous partout, on s'en fout, on rigole. C'est drôle.
Alors qu'on aurait pu, oh là là, mon Dieu, mais comment on va s'en sortir avec un gamin qui sait même pas manger tout seul? Non, mes parents, ils rigolaient, ma sœur, ils rigolaient. Et puis moi, j'en profitais, j'en foutais encore plus partout. Mais ça nous a permis de dédramatiser une situation qui pouvait être un peu complexe dans un premier temps. Et ça, on l'a utilisé, on l'utilise encore aujourd'hui. L'humour et l'amour, c'est mes armes. Dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Un petit clin d'œil. Hop là. Merci beaucoup. J'espère que t'as pas mis trop de scotch parce que franchement, le mec dit qu'il est autonome et tout. Il va mettre 20 minutes à ouvrir un cadeau, tu sais. Pour être très honnête avec toi, c'est pas toi qui l'as emballé. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah. Et regarde. Bon, vous pouvez lancer la pub en attendant. Hein. Alors. Ah, trop mignon, une figurine Spider-Man et je sais pourquoi j'ai ce petit cadeau. J'adore, elle est énorme. Canon. Je suis fan. Je suis fan de Spider-Man depuis tout petit. Ouais, j'ai été fan de ce super-héros. Mes parents m'ont fait regarder le Spider-Man 1, le film, et après je suis tombé amoureux de ce, comment dire, super-héros. Ouais, du super-héros, du personnage, ouais. de tout ce qui va autour. De Mary Jane aussi, qui est la chérie de Spider-Man. J'ai toujours eu un fantasme sur cette femme. Et non, et c'est vrai que du coup, j'ai un peu fantasmé sur ce super-héros. Et ce super-héros, j'en parle beaucoup dans le livre parce qu'il m'a beaucoup aidé, en fait. Pendant l'hospitalisation, notamment, j'avais un tout petit doudou et ensuite un énorme doudou Spider-Man qui m'a accompagné tout au long de l'hospitalisation. L'histoire est assez cool parce que quand je suis rentré à l'hôpital, on nous met toujours un bracelet d'admission au poignet. Et un jour, je pouvais plus le mettre au poignet parce que je n'en avais plus. Et les médecins l'ont mis sur mon doudou Spider-Man. Et normalement, les doudous nous accompagnent pas jusqu'au bloc opératoire pour des raisons d'hygiène. Mais moi, j'avais la petite dérogation parce que voilà, c'était mon doudou Spider-Man qui était désinfecté à chaque fois et tout. Mais c'était un symbole qui m'a pas lâché tout au long de mon hospitalisation et voilà, Spider-Man, ça me fait rire, ça a marqué les esprits. Alors toi aussi, tu prends à ce moment-là des allures de super-héros, tu dégages cette fameuse force et ce courage dont tu parlais tout à l'heure, même si pour toi il ne semblait pas spécialement méritant. Tu surprends effectivement tout le monde ou presque. Vous savez, Théo, c'était un gamin avant sa maladie déjà, avec plein de vie, de la joie de vivre. Sa personnalité, pour moi, a fait qu'il a dépassé cette maladie, dépassé son handicap. C'est quand même lui l'acteur principal de ce qu'il est devenu. Même si, oui, le fait d'être bien entouré l'a aidé. Mais je suis persuadée qu'il est l'acteur principal de par sa personnalité, son envie de vivre, sa joie de vivre. Ça joue, mais l'essentiel, c'est lui qui a fait le plus d'efforts. D'ailleurs, je dis souvent qu'en fait, Théo nous porte, c'est lui qui nous porte. Voilà, dans la vie de tous les jours. Ouais, je pense que c'est un partage, en fait. Je pense que c'est un peu un cercle vertueux, dans le bon sens, du coup, parce que, en fait, je parle très très souvent de mon entourage aujourd'hui. Je parle tout le temps, à chaque interview, à chaque moment, dès que je rencontre quelqu'un, je parle de mes proches parce que sans eux, moi, je suis persuadé que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je reste sur cette idée parce que la preuve, elle est encore là aujourd'hui. Encore une fois, oui, je suis très positif, mais des fois, il m'arrive d'avoir des coups de moins bien comme tout le monde, des coups de mou, des coups de doute, de stress, enfin bref, des choses qu'on fait tous face dans nos vies. Et moi, le seul moyen que j'ai en fait aujourd'hui pour me ressourcer, ça reste encore mes proches, quoi. Quand j'ai besoin d'énergie, de bonnes ondes, je retourne en Lorraine et je passe des moments avec mes proches, pas des moments extraordinaires, aller dans des endroits incroyables et tout, juste des moments très simples, à boire un café avec ma maman, discuter de tout et de rien. C'est ces moments-là qui me redonnent en fait cette énergie et cette joie de vivre. Donc ouais, je pense que je leur donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour, mais eux aussi. Donc c'est un bon partage, quoi. Alors cette question, elle est pas simple, mais selon toi, où est la part d'inné et la part d'acquis dans le jeune homme que tu es aujourd'hui par rapport à l'histoire que tu as vécue? Si effectivement tu n'avais pas eu cette maladie foudroyante, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même tempérament? Qu'est-ce que ça a pu apporter en toi? Ou est-ce que cette force, ce fameux courage dont tout le monde parle, même si toi il te paraît naturel, est-ce que tu crois que tu l'avais déjà ou c'est aussi la maladie qui t'a apporté une autre dimension?
Je pense qu'avant de tomber malade, et puis d'après ce que les gens disent, de mon entourage, avant que je tombe malade, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, qui va vers les gens, qui aime faire rire la galerie, qui aime être le pit. Donc je pense que j'aurais continué à être cette personne-là. Ça, c'est de l'inné. Voilà. Okay. Mais par contre, je pense que cette maladie, elle m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses. Et surtout, en fait, de l'importance de vivre. C'est tout simple, ça paraît tout bête ce que je dis, mais moi, je sais, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père, ils m'ont dit au moins 100 fois, profite tant que t'es jeune, profite de la vie, on n'en a qu'une. C'est des phrases qu'on a tous au moins entendues une fois dans notre vie. Et on se dit, ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Mais en fait, ces phrases-là, elles sont ultra importantes. Elles sont ultra importantes et j'ai pris conscience de l'importance de ces phrases quand je suis tombé malade. Quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, ok, papy, mamie, ils ont raison, et il faut que je profite de la vie, quoi. Parce que là, je viens de me rendre compte que, en fait, la vie, elle peut partir du jour au lendemain. En fait, la vie, c'est vraiment qu'un fil. Et à partir de là, je pense que je me suis fait cette espèce de promesse où je vais tenter n'importe quoi. À partir du moment où j'ai une idée en tête, je vais tenter de la réaliser. Des fois, ça marchera, des fois, ça marchera pas, mais on s'en fout. En fait, je veux plus avoir de regrets. Et c'est ça, en fait, que ça a changé chez moi, cette maladie. C'est que, en fait, maintenant, je prends les risques. Et je pousse les gens à faire la même chose. C'est prendre le risque, en fait. Qu'on soit dans une bonne situation. Oser, en fait. C'est ça. C'est exactement le mot. Maintenant, j'ose, en fait. Et je pousse les gens à oser, quelle que soit notre situation, qu'on soit bien financièrement, dans un bel appart à Paris, avec une femme, des enfants. On s'en fout. Si ton rêve, c'est d'aller faire un truc, tu vas au bout de ce rêve. Et puis, parce qu'en fait, je veux plus avoir de regrets, quoi. Je pense que c'est la pire situation de penser sans cesse en se disant « Oh là là, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé... » Mais fais-le, tente. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu t'en fous, mais au moins t'auras essayé et t'auras plus cette sensation de regret au fond de toi. Alors pour revenir un petit peu sur le fil de l'histoire, tu vas ensuite à l'IRR, l'Institut Régional de Réadaptation, à Flavigny, avec pour seul et unique objectif de remarcher. Ce jour arrive le 13 février 2007 à Nancy, et là, tu parles littéralement de renaissance, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que c'est tout simplement fou hein, de lever mes fesses de ce fauteuil, de marcher avec mes prothèses. Là, c'est une sensation complètement dingue, parce que moi, le fauteuil, ça m'énervait en fait. Ça m'énervait parce que je pouvais pas aller dans certains endroits, vivre certains trucs et tout. C'était trop bizarre, c'était trop contraignant. Et là, quand je fais mes premiers pas, j'ai vraiment l'impression de m'ouvrir au monde et de m'ouvrir plein d'autres opportunités, quoi. Et puis, il y avait mes parents et encore une fois, j'ai toujours cette envie de rendre fiers mes proches, quoi. Donc, quand je vois le regard de mes parents, quand je me lève de ce fauteuil, je me dis, ok, je les rends fiers et il faut que je continue comme ça. On revient à ton livre qui est encore là sous mes yeux, La chance de ma vie aux éditions Flammarion. J'apprends plein de choses. Et puis, évidemment, ce qui m'hallucine, on l'a un peu évoqué un peu plus tôt, c'est cette phobie de l'eau. L'histoire est folle, quoi. Il faut juste que tu précises à tout le monde que tu es aujourd'hui en train de relever et bientôt relever des défis totalement barrés en rapport avec la natation, que tu as été, on va l'évoquer un peu plus tard, déjà champion dans différentes disciplines très jeune, mais au moment de cette prime enfance, l'eau, c'est pour toi quelque chose d'horrible. Ah ouais, c'est horrible, il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot quand j'utilise le terme phobie, c'est vraiment une phobie, je déteste ça, ça me fait peur, je suis pas bien, ça me rend malade en fait. L'eau, ça me rend malade. Je me souviens, mon oncle était maître nageur et du coup tout le monde aurait rêvé quand on est petit, on va tous à l'école et tout le monde aurait rêvé d'avoir son oncle à la piscine et se la péter devant ses potes. Moi, je détestais voir mon oncle à la piscine, moi je préférais le voir au goûter les mercredis après-midi en famille. Et en fait non, là, il fallait aller à la piscine avec l'école et moi je détestais, je faisais exprès des fois d'être malade parce que j'avais très très peur de ça. Alors que j'étais pas mauvais parce que quand j'allais à la piscine, j'étais dans le groupe des meilleurs avec les enfants. Mais par contre, j'avais trop peur, quoi. J'avais trop peur. Et je pense que c'est pour ça que j'étais parmi les meilleurs parce que je pense que je faisais tout pour nager le plus vite possible pour ressortir du bassin le plus vite possible. Donc ouais, non, franchement, j'avais très très peur de ça et c'est vrai que ça peut paraître complètement fou quand on dit que maintenant je suis nageur et que je me sens super bien dans l'eau. Bah ouais, c'est vrai, comme quoi, des fois, il faut pas rester sur ses a priori parce qu'on peut changer un peu tout ça, ouais. Il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Exactement.
prend pas mal. Il y a évidemment une autre rencontre que tu as déjà évoquée souvent, c'est celle de Philippe Croison, qui lui aussi a été amputé de ses 4 membres suite à un accident de la vie, beaucoup plus tardivement que toi, mais cette rencontre, elle est déterminante aussi dans la personne qui est aujourd'hui face à moi. Ouais, c'est sûr que cette rencontre, elle a changé énormément de choses pour moi. Et il y a une anecdote que j'aime bien raconter, en fait, c'est le jour où j'ai rencontré Philippe pour la première fois. Sans lui avoir parlé, en fait, il m'a bouleversé et il m'a rassuré. Déjà, j'attends toute la journée, limite devant ma fenêtre pour être sûr de pas le louper quand il arrive devant chez mes parents. Et en fait, je le vois arriver en voiture. Donc je me dis, waouh, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. Et puis, quand il a fini de se garer, il sort de la voiture et il marche super bien avec 2 belles prothèses en carbone. Je me dis, waouh, je vais pouvoir super bien marcher avec des belles prothèses quand je serai grand. Et puis surtout, du côté passager, il y a une femme qui sort de la voiture et là, je me dis, putain, je vais voir une femme quand je serai grand. Non, et je suis rassuré, en fait, parce qu'en fait, quand je le vois arriver devant chez moi, je me dis, mais il a la même vie que mes parents et que n'importe quel type, quoi. En fait, il a sa femme, sa voiture, on se projette, quoi. Il marche, il vit normalement et on se projette. Je me dis, en fait, mais je vais pouvoir vivre une vie tout à fait normale, avec des adaptations, c'est certain, mais par contre, une vie comme n'importe qui. Et puis après, voilà, on a sympathisé, on a beaucoup discuté. Il m'a aussi évidemment beaucoup aidé sur le regard des autres, parce que moi, je souffrais énormément du regard des autres à cette époque. Je comprenais pas, en fait, pourquoi à 7-8 ans, là, en fait, tout changeait du jour au lendemain. Je retournais dans des endroits dans lesquels j'étais déjà allé. Pour autant, les gens, ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre ou un bout de viande, quoi. Et ça me faisait mal jusqu'au jour où je voulais même plus sortir de chez moi. Quand mes parents me proposaient de sortir, je disais non, je veux pas sortir. J'ai pas envie d'être confronté encore au regard des autres. Et Philippe, il m'a donné un conseil. Il m'a dit juste une phrase. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais avant de tomber malade, toi, quand tu es une personne dans la rue, différente? Et là, j'ai pris conscience de pas mal de choses et je me suis dit, ouais, c'est vrai, il a raison. Parce que moi aussi, je faisais pareil quand je voyais une personne différente dans la rue. Encore aujourd'hui, je marche dans Paris, je vois une nana ou un mec avec des cheveux bleus, bah, mon regard va être naturellement la différence, quoi. Ouais, attiré par ça. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. C'est pas un jugement. On se dit pas, ah, c'est moche, ah, c'est ci, c'est ça. Non, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le voir. C'est différent. Donc, ouais. Quand les gens me regardent dans la rue, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, j'ai totalement fait abstraction du regard des autres grâce à lui, ouais. Cette natation, ce champion en puissance, il se dessine finalement assez rapidement. Tu as des vraies aptitudes, un mental hors norme. Tu deviens multi-champion de France dès 2015, vice-champion d'Europe en 2016, après avoir participé à tes premiers championnats du monde à 15 ans seulement. Alors, quelle est la recette du succès? Comment l'expliquer? Voilà la réponse de quelqu'un qui te connaît plutôt très bien. Moi, des adolescents, des sportifs, j'en croise beaucoup. Et les meilleurs, c'est ceux qui savent écouter. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas la bonne parole, on a chacun nos idées. Mais la force de Théo, c'est de savoir écouter et de prendre ce dont il a besoin ou pas. Et cette capacité, en fait, d'apprendre les choses qui vont pas forcément dans ce qu'il fait, mais il le prendra pour que ça le rende meilleur. C'est pas donné à tout le monde, cette capacité, en fait, à écouter, à apprendre et à se remettre en cause. Et moi, je l'ai vécu et vraiment, c'est un bonheur de pouvoir vraiment échanger et puis apporter quelque chose. Et on voit vraiment que l'action que l'on a d'entraîneur, mais d'accompagnant, elle est productive, elle est aidante pour Théo. Bah, lorsqu'on reçoit ça en tant que coach, ça donne du sens à son action. Alors qu'on a tellement parfois d'échanges avec d'athlètes de haut niveau qui n'écoutent pas. Enfin, ils écoutent mais ils n'entendent pas et ils reproduisent toujours les mêmes erreurs. Alors que Théo, jamais il reproduit les mêmes erreurs. Quand il en fait très peu. Ah, c'est le coach, c'est Stéphane Leca et je suis très très fier de l'avoir comme coach maintenant. C'est le meilleur dans l'eau libre. Il a une légende. Voilà, c'est une légende et de pouvoir s'entraîner avec un coach comme lui, c'est une grande fierté. Et c'était même inimaginable au début. Et il a raison. Je pense que j'écoute beaucoup et que je me remets en question. Moi, je déteste le conflit. En fait, je déteste le conflit et je déteste quand on m'engueule. Moi, en fait, je préfère que les gens me disent des choses avec une certaine subtilité, doucement. Sur le coup, je vais peut-être pas comprendre, mais en fait, j'enregistre tout ce qu'on me dit et après, je débriefe dans ma tête.
Par exemple, pour la traversée du lac Titicaca, quand il m'a entraîné aussi, Stéphane, une fois, je sortais beaucoup, en fait, pendant la préparation, je sortais beaucoup, je sortais les soirs, je rentrais tard, je picolais un peu et tout. Un gamin de 20 ans, quoi. Un gamin de 20 ans, c'est sûr, c'est clair. Mais par contre, un jour, ça s'est ressenti un peu à l'entraînement, j'étais très fatigué. Et ce moment-là, il m'a fait du bien parce que je me suis remis en question. Stéphane, il vient me voir, il m'engueule pas, justement. Il sait qu'il faut pas m'engueuler parce que s'il m'engueule, je vais monter aussi, puis on va pas s'écouter. Et en fait, il me dit clairement, Théo, c'est dommage, là, on est à 5 mois du défi, il va falloir quand même faire un peu attention, que tu sortes, c'est normal. Mais il me dit, on se fait une promesse, maintenant tu sors 1 fois par semaine. Tu sors, tu te mets bien, tu fais ce que tu veux. Par contre, c'est 1 fois par semaine. Et tu fais en sorte que ça déteigne pas sur la séance du lendemain. Et du coup, il m'avait sorti une phrase ou deux qui m'ont touché. Et bim, il me dit, faut pas que tu te gâches. Voilà, t'es quelqu'un de poli, t'es quelqu'un d'honnête. Faut pas que tu te gâches. Faut pas que, voilà. Il m'a dit des petites choses comme ça qui m'ont piqué. Et en fait, tout de suite, j'ai compris. Et tout de suite, j'ai mis en place ce qu'il m'a dit. Je sortais, je continuais à sortir, à prendre beaucoup de plaisir, à rencontrer des gens, à faire un peu la fête. Mais avec voilà, une espèce de ligne à respecter. Je savais qu'il fallait que je sorte 1 fois par semaine et pas plus, quoi. Stéphane Lecas, on le rappelle, directeur des équipes de France olympiques de natation à l'époque, champion et véritable légende de la natation en eau libre, qui a remporté à maintes reprises une course dont on reparlera un petit peu plus tard, un autre truc de ma boule qui te concerne. Et puis il y a tes premiers Jeux olympiques, Rio, en 2016, tu as tout juste 16 ans, plus jeune athlète de la délégation française. Un sacré souvenir, même si je sais que ça remue pas mal de choses. Ouais, les Jeux à 16 ans, c'est impensable pour moi, parce que c'était même pas un objectif. Moi, je me suis entraîné pendant 7 ans à Vichy avec Fabien Maltrait, et quand j'étais rentré à Vichy en sport-études, moi, mon objectif, c'était Tokyo en 2020. Et en fait, en s'entraînant et en voyant ma progression en 2016, on s'est dit, en fait, Rio, c'est peut-être possible. Et en fait, on a réussi à se sélectionner et à partir là-bas. Et quand on a 16 ans et qu'on vit pour la première fois des Jeux, c'est un peu Disneyland, quoi. C'est impressionnant. Tout est grand, tout est exagéré, le staff, les infrastructures, tout ce qu'il y a autour, c'est complètement fou. Et j'en garde des souvenirs incroyables qui m'ont marqué, ouais. Avec aussi le début peut-être d'une de tes plus grosses frustrations. Il faut préciser qu'il existe différentes catégories de nageurs dans les épreuves handisport. Et à cette époque, certains nageurs qui vont intégrer ta catégorie ont un handicap assez éloigné du tien, on va dire. Et ce sentiment d'injustice, il va un peu entamer aussi ton goût pour la discipline, quoi, et ce genre de challenge, non ? Ouais, c'est vrai, c'est emmerdant en fait, ces histoires de classification. C'est un enfer parce que, évidemment, il n'y a pas un handicap qui se ressemble, donc on peut pas faire une catégorie par handicap parce qu'on aurait des millions. Mais par contre, c'est très bizarre et c'est très difficile de comprendre le fonctionnement. Du jour au lendemain, moi j'ai vu des mecs arriver dans ma catégorie avec 2 mains, avec une jambe entière, avec ci, avec ça, et forcément ils étaient très avantagés. Et les écarts sont quasi impossibles. C'est évident. Combler, ouais. Là, au dernier championnat d'Europe que j'avais réalisé, on m'a mis 20 secondes sur un 200 mètres nage libre. 20 secondes. À ce niveau-là, c'est pas possible. C'est au centième. C'est au pire 1 ou 2 secondes, quoi, si les écarts sont conséquents. Mais là, 20 secondes, en fait, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il y a un véritable problème. Parce qu'autant le Brésilien qui est dans ta catégorie, qui lui est un super champion. Ouais. Bon, il est, je dis ça à mon petit niveau, hein, mais il est plus fort que toi. En tout cas, c'est le sentiment que tu as, c'est que tu as affaire à un mec qui est vraiment super fort, mais pas déséquilibré par rapport à tes conditions à toi, quoi. Ouais, au tout début, quand j'arrive dans le paralympisme international, au championnat du monde, au championnat d'Europe et tout, je sais que je suis jeune et que j'ai une marge de progression énorme. Donc le Brésilien, il est intouchable, mais pour le moment. C'est pour le moment, parce que je sais que je peux progresser sur plein de choses. Il y a de l'expérience. Le mec, lui, il est sur la fin de sa carrière. C'est normal qu'il explose tout. Ça se trouve, je serai à sa place dans 5-10 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que cet adversaire, ça sera plus dans 2-3 ans après, parce que il y a d'autres mecs qui sont arrivés du jour au lendemain, qui sont descendus de catégorie pour je ne sais quelle raison, malheureusement. Et là, c'est très difficile parce qu'on a l'impression d'avoir fait des sacrifices depuis l'âge de ses 13 ans pour rien.
pour rien, parce que en fait, j'ai beau m'entraîner 2 fois par jour, faire 20 bornes même s'il faut, mais en fait, ça me rendra pas mes mains, parce que les mecs qui sont dans ma catégorie, à partir du jour-là, ils ont leurs mains. Et là, c'est plus possible. Ça devient mathématique et physique. Demain, ça nous permet de nager beaucoup plus vite qu'un mec qui en a pas. Donc c'est compliqué, d'autant plus que moi, quand je fais face à ces problèmes de classification et d'inégalité, je décide d'en parler à ma fédération. Et ma fédération, zéro réponse, zéro objectif. Il n'y a pas d'ambition, en fait, dans cette fédération handisport. Alors que c'est dommage, on est dans un cercle en ce moment qui met en avant le paralympisme. Les choses sont en train de changer, mais à l'intérieur des fédérations, il y a des personnes qui sont, selon moi, pas motivées, et c'est difficile, en fait, parce que moi, j'ai écrit à la présidente de ma fédération, et puis elle me dit mais c'est pas grave, t'es jeune. Alors que c'était une ancienne nageuse. On peut pas dire ça à quelqu'un qui s'entraîne depuis 8 ans comme un dingue, et que du jour au lendemain, on lui met 20 secondes sur sa distance de prédilection. Même si je m'entraîne encore 10 ans, je vais pas pouvoir gagner 20 secondes, c'est pas possible. Et quand j'ai eu cette réponse de la présidente, je me suis dit, ok, c'est un combat, en fait, impossible, quoi. Et moi, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans ce qu'on appelle un peu la politique, en quelque sorte? Non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans à 20 ans. Moi, j'ai plein de trucs à vivre. Je veux vivre des choses concrètes, pas envoyer des lettres à des avocats, à une présidente qui en a rien à faire. Et puis, non, du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre de côté tout ça, et je vais me créer mes propres challenges, et je vais progresser dans d'autres secteurs pour me faire plaisir avant tout. Exactement, ton état d'esprit, quelque chose de toujours positif, cette envie d'aller de l'avant, et puis aussi on évoque très souvent ta maturité, et ce depuis très longtemps, comme nous le confirme Anne Bayard, ta manager, aujourd'hui. J'ai rencontré physiquement pour la première fois Théo à Gibraltar. En fait, à l'époque, je m'occupais de Philippe Croison, qui reliait les 5 continents à la nage, et la production avait décidé de faire une surprise à Philippe en faisant venir Théo pour lui faire la surprise au moment de sa traversée. Et je vois débarquer ce petit bonhomme qui, à l'époque, était pas très autonome. Il était encore en fauteuil et il a déboulé avec sa maman, criant dans tous les sens. C'était déjà une boule d'énergie. Donc j'ai été séduite instantanément par ce gamin qui, au bout de 48 heures, vient me voir, se plante devant moi. En fait, il m'avait observé pendant 48 heures en train de courir à droite à gauche, d'appeler les médias, et mon téléphone, mon ordi. Il m'a dit est-ce que quand je serai grand, tu voudras bien t'occuper de moi comme tu fais avec Philippe? Et là, je suis restée totalement estomaquée, alors qu'à l'époque, il n'avait pas commencé vraiment à nager. Il n'était même pas encore à Vichy. Il avait encore sa peur de l'eau, parce que je l'ai vu rentrer dans la mer pour la première fois. Il n'avait jamais vu la mer avant ce jour-là, où il était terrorisé. Et qu'il ait déjà cet aplomb et cette projection de se voir dans X années et de se dire, tiens, je vais avoir besoin de quelqu'un comme Anne pour s'occuper de moi, je trouve ça quand même un truc incroyable et tellement révélateur de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il avait déjà cette maturité et cette envie d'aller réaliser des trucs de dingue. C'est vrai que cette histoire, elle est assez folle, et c'est très fort, parce qu'aujourd'hui, cette relation que j'ai avec Anne, elle est très importante pour moi. Anne, on se connaît du coup depuis pratiquement 10 ans, et ça prouve plein de choses, en fait, cette réaction que j'ai quand je suis tout petit, parce que en fait, j'ai pas d'idée à ce moment-là concrète. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire plus tard. Par contre, moi, ce qui m'impressionne, c'est de la voir courir partout, d'être sur 10 000 projets, d'aider concrètement Philippe Croison à trouver des partenaires, gérer les médias. Et je me dis, putain, mais moi, j'aimerais bien être un peu c'est comme... l'énergie qui te plaît. Ouais, c'est l'énergie, c'est ce monde-là, en fait, de courir un peu partout, d'aller dans tous les sens, bam, bam, bam. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime aujourd'hui dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur, en fait. Moi, ma vie, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, pas une semaine qui se ressemble, mais c'est ce que j'aime, c'est la diversité, en fait, de mon quotidien. Moi, le métro, boulot, dodo, oh, mon Dieu, j'aimerais pas pour le moment. Peut-être quand je vais vieillir, que peut-être j'aurai besoin, justement, d'avoir une espèce de fil conducteur à suivre, qui est rassurant. Mais pour le moment, je préfère partir dans tous les sens. Et ça représente beaucoup, en fait, cette amitié qui s'est créée avec Anne aussi, parce qu'elle est un peu pareille que moi. Elle aime partir un peu dans tous les sens, partir sur différents projets. Et je pouvais pas trouver mieux comme manageuse, parce qu'elle me pousse aussi à aller dans des endroits où j'irais pas tout de suite comme ça à peine 22 ans.
Et à peine 22 ans, tout ce que je fais, c'est un peu grâce à elle, parce que elle est autant motivée que moi quand on commence un projet, et c'est fou quoi ce qu'on arrive à faire maintenant. Ouais. Et ce premier, peut-être pas le premier, mais en tout cas le plus important de ces derniers mois, c'est justement cette idée folle, ce défi de la traversée du lac Titicaca à la nage, 122 kilomètres. 11 jours de traversée, parfois c'est 1,50 m de houle, la foudre qui passe pas très loin. Quand on en parle à tous les Péruviens, ils te regardent avec des yeux qui te laissent entendre que c'est effectivement une idée pas très raisonnable, dirons-nous. Malgré tout, vous allez y arriver. Quand je dis vous, c'est avec Malia Metella et Mathieu Wittveut, qui est écologiste, si je dis pas de bêtises. C'est une expérience de dingue à tous les sens du terme, non ? Ouais, franchement, c'était complètement fou et bien pire en fait que ce qu'on avait imaginé. On savait qu'on se lançait dans un défi compliqué, dur et fou, mais on était loin d'imaginer tout ce qu'on allait vivre sur place et durant ces 11 jours. Je pense que si on avait su avant de partir ce qu'allait se passer, on n'y serait pas allé, parce que franchement, en fait, moi, je partais là-bas pour battre un record ou même mettre en place un record, parce que cette traversée n'avait jamais été faite jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas pas de cette distance et pas de cette manière-là, et pas pour mettre ma vie en jeu. Et en fait, on a mis notre vie en jeu plusieurs fois, parce qu'on a fait face à des conditions météo, mais vraiment incroyable, quoi. On avait tout préparé, le froid, l'altitude, la distance. On s'était préparé pendant 15 mois avec Stéphane Leca, encore une fois, avec Bilal Bouraza, mon préparateur physique, avec Alban Michon, un aventurier, pour préparer la survie et tout. Par contre, à 10 degrés. Voilà, l'eau était à 10 degrés, on était pratiquement à 4000 mètres d'altitude, donc on avait 40% d'oxygène en moins. Mais tout ça, on avait pris en compte, on s'était entraîné comme des dingues. Par contre, la météo, on aurait peut-être dû un petit peu préparer ce côté-là, parce que franchement, on l'a un peu négligé. Et c'est ce qui a en fait mis en péril presque notre aventure, parce que sur 11 jours de traversée, en fait, il y a eu 2 ou 3 journées presque où on n'a pas nagé, et on a juste souffert en fait des tempêtes. On avait juste peur que nos jours se terminent sur ce lac et sur la petite embarcation qu'on tractait à la nage qui pesait 500 kilos. C'était plus le même défi, ouais. Non, c'était pas du tout. C'était pas un simple défi sportif. Et moi, c'est ce que je voulais. Alors moi, aujourd'hui, j'ai plein d'idées de défis et j'espère que j'en aurai encore plein d'autres. Mais moi, pour le premier défi, j'avais envie d'associer le sport et la survie. Et je voulais pas faire juste une traversée. Je voulais nous mettre un peu en difficulté quand même et voir un peu à quoi je pouvais servir dans un groupe, parce que là on était 3, quand on était en totale autonomie. Et en fait, j'avais un rôle important, comme Malia, comme Mathieu. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on allait au bout, parce qu'on était très organisés. Chacun, on avait des missions à bord de notre petite embarcation. Et on a vécu des choses mais terribles. Des creux d'1,50 m, je savais pas que c'était possible sur un lac, et plusieurs fois on a failli se retourner. Non plus. La tempête avec des orages, avec la foudre qui est tombée à 10 mètres de nous quand on était beachés à une petite plage. Donc forcément, on se remet en question quand il nous arrive tout ça. Alors comment rendre possible l'impossible ? Comment réussir ce genre de défi complètement fou ? On écoute à nouveau Stéphane. Ces choses que l'on croit folles, elles sont réalisables lorsqu'elles sont préparées de manière professionnelle. Par contre, il faut des gens comme Théo avec des qualités mentales supérieures. Mais les qualités mentales, en fait, c'est comme pour tout, c'est un muscle, ça se travaille. Sauf qu'il y a des gens qui ont des prédispositions innées de par leur parcours de vie, mais malheureusement, l'idée de croire que tout le monde est égaux, c'est pas vrai. Et donc Théo, en fait, comme Mathieu, comme Malia, il a des qualités psychologiques très très élevées, qui lui permettent de réaliser des choses incroyables et extraordinaires, de faire rêver et d'embarquer avec lui un nombre de personnes incroyables, et de faire rêver les gens en fait qui le regardent, qui le suivent, et leur transmettre des messages en fait positifs. Ouais, c'est vrai, il a raison ce qu'il dit Steph, parce que la préparation était très 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 importante, la préparation physique, mais quand on se lance des défis comme ça, je pense que le mental, c'est plus de la moitié, plus de 50%, c'est même 70-80% en fait du moment de l'expédition, de la traversée, parce qu'on passe par tellement d'états d'esprit en fait. On se remet en question, on doute, on est heureux. En fait, c'est un peu les montagnes heureuses des émotions en fait quand on fait des défis comme ça. Mais est-ce que tu le travailles ou est-ce que tu penses que c'est en toi ?
Je pense que c'est en moi, on met une toute petite partie en fait. J'ai une petite partie que j'ai en moi et chaque défi que je relève me permet d'avoir un petit peu plus à chaque fois de mental et encore une fois le défi m'a fait vraiment souffrir et le 8e jour j'ai failli abandonner et je pense que ce jour-là il a été on va dire formateur pour moi. Il m'a appris énormément de choses parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai voulu abandonner. J'ai jamais eu envie d'abandonner avant. Je me suis toujours dit, oh là là, franchement, si j'arrête, ça fait quoi? Puis en fait, à chaque fois, je me remets en question et j'y retourne. Mais là, pendant plusieurs heures, j'ai eu envie d'abandonner. Et cette sensation était très bizarre et très désagréable. Parce qu'en fait, je réfléchissais à ce que ça allait provoquer, mon abandon. Et ça provoquait des choses, mais irréalistes. Enfin, c'était pas possible. Ça remettait en péril la préparation de Malia et de Mathieu. Ils allaient finir que tous les deux. Moi, j'allais passer pour le loser du groupe. Et puis, même par fierté, en fait, c'était pas possible pour moi. Et je me suis remis en question, je me suis concentré sur l'essentiel, en l'occurrence mes proches, ma famille. Je me suis mis à écrire. Mathieu m'avait donné ce conseil-là d'écrire. Du coup, j'ai écrit une lettre à ma maman, à mon papa et à ma sœur que j'ai envoyée dès mon arrivée. Et ça m'a permis de me reconcentrer sur l'essentiel, de reprendre l'énergie qui me manquait pendant un petit moment. Et ensuite, je suis reparti, quoi. Le 9e et le 10e jour et le 11e jour, plus rien pouvait m'arrêter. Donc en fait, c'est comme le dit Stéphane, le cerveau, la psychologie, le mental, c'est un muscle qui se prépare. Je pense que j'ai eu un petit peu d'avance avec mon histoire de vie, mais aujourd'hui, c'est encore un muscle et encore quelque chose que j'aimerais travailler. Et que tu vas continuer à travailler, puisque tu vas pas en rester là. Tu vas t'attaquer fin 2022, normalement, à un nouveau défi de taille, direction l'Argentine, cette fois, avec la course Santa Fe Coronda, marathon aquatique de 57 km. Tu deviendrais le premier athlète handisport à participer à cette course, dont les conditions de nage s'annoncent particulièrement difficiles, eau opaque et boueuse, température élevée, courant très important, avec la compagnie potentielle de méduses, de piranhas ou encore de caïmans. On passe encore un cran Ça fait pas rêver dit comme ça, je l'accorde. Franchement, c'est complètement dingue et c'est ça qui me plaît. Oui. C'est ça qui me plaît. Je pense que, en fait, maintenant, l'idée, c'est de prendre les trucs les plus barrés et essayer de les faire, quoi. Mais non, ça serait une grande fierté pour moi d'aller au bout de ce projet. Voilà. Titi Kaka, j'avais envie d'associer l'aventure et le sport. Et là, j'ai envie de me faire un défi sportif personnel. Là, il n'y aura pas de 11 jours d'autonomie avec Malia et Mathieu. Là, ça va être tout seul, avec mon esprit et mon corps à nager pendant, je pense, par contre, 15-16 heures, mais en one-shot cette fois-ci. Parce que 57 bornes, c'est long. C'est très très long déjà en course à pied, donc faut l'imaginer avec des petits bras comme les miens. Je vais les tourner pas mal de fois, je pense. Et voilà, j'ai toujours cette idée aussi de battre un record. Je souhaite être le premier athlète handisport à réaliser cette course pour envoyer un message. C'est pas que par fierté personnelle, pas pour dire ouais, je suis le premier. Non, évidemment, ça me ferait plaisir. Mais ce qui me touche et ce que j'ai vraiment envie de faire à travers cet événement, c'est envoyer un message en fait au peuple argentin et même au monde, si la couverture médiatique me le permet, en leur disant voilà, vous avez vu ce que j'ai vécu, vous avez vu ce que je suis aujourd'hui, mais regardez ce que je viens de faire. Et si moi j'ai réussi, ça veut dire que quand même pas mal de monde peuvent le faire. Et je sais que par exemple l'Argentine, c'est un pays qui est peu développé sur le handicap. Et j'ai aussi envie de venir là-bas pour secouer un peu les dirigeants, les politiques, en leur disant qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour donner envie en fait aux gens de sortir de chez eux et de se dépasser, que ce soit dans le sport, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel aussi. Il y a plein de domaines où les gens peuvent progresser. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. On te souhaite bien du courage et tout le meilleur. Déjà le meilleur, tu l'as, je crois, avec toi, Stéphane Lecal, ayant remporté 4 fois. C'est ça, c'est rassurant. Entre 96 et 2000. La natation, c'est une chose, mais il y en a plein d'autres déjà dans ta vie. Le Théo nageur, on en a parlé. Il reste Théo conférencier, Théo animateur radio, Théo consultant télé, Théo mannequin, ou encore Théo comédien, avec la série Vestiaire, puis Plus belle la vie, et maintenant Andy Gang, ce téléfilm avec Alessandra Sublet. Ça rejoint un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, l'envie de goûter à tout, d'essayer, d'oser, et puis on verra bien
J'imagine tu feras le tri par toi-même ensuite. C'est ça, le jour où je devrais faire des choix, je ferai ces choix-là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant j'ose en fait aller dans les domaines qui me font rêver. Et j'ai beaucoup de chance en fait à chaque fois. Ça finit par aboutir dans le bon sens, mais pas tout de suite. Franchement, le cinéma, avant que je décroche mon premier rôle au-delà de Vestiaire, il a fallu quand même plusieurs années. Et ça s'est fait après le confinement. Pendant le confinement, il y a un agent artistique qui me contacte et qui me dit voilà, je vais essayer de te mettre sur des castings, etc. Et du jour au lendemain, il y a des choses qui se sont créées. Il y a eu Plus belle la vie, ensuite il y a eu Andy Gang qu'on a tourné l'été dernier. Et c'est ça en fait qui me plaît, quoi. C'est goûter un peu à tout et arriver dans un domaine qui me fait rêver, que je connais pas, et progresser dans ce domaine. Moi, j'ai jamais fait d'école de théâtre, jamais d'école d'acting. Pour autant, je pense que encore une fois, j'ose, qu'il y ait une caméra ou pas, faire l'idiot, incarner quelqu'un que je suis pas et tout, et je pense que c'est ma force. Mais j'ai énormément de choses à apprendre dans le métier de comédien, et c'est pour ça que je rêve de faire d'autres séries, d'autres films, parce que je suis autodidacte, j'apprends sur le terrain, j'apprends sur un plateau de tournage, et voilà. Pour le moment, pour moi en tout cas, il y a qu'un domaine dans lequel je suis, on va dire, plus débutant, c'est la natation, parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir un peu de repères et pas mal de kilomètres au compteur. Par contre, que ce soit acteur, chroniqueur, animateur, mannequin ou quoi, ça, c'est des domaines, pour le moment, où je suis novice, débutant. Et moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de progresser dans ces domaines-là. Et pourquoi pas un jour devenir, de faire partie des meilleurs de ces domaines. À peine 22 ans, mais déjà très inspirant. En quoi ? On écoute Anne, encore une fois. En tout, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a le fond et la forme. Déjà, il est inspirant par la manière dont il délivre ses messages, cette espèce d'optimisme, ce rayon de soleil, on dit tous très souvent de lui qu'il est solaire. Donc, il a cette faculté déjà de capter les gens de par ce qu'il dégage, de par son attitude, de par sa façon de parler, sa façon de sourire. Et après, il est inspirant aussi par rapport à ce qu'il dit. Beaucoup de gens, même s'il fait des choses exceptionnelles, se reconnaissent en lui parce qu'il a une façon très simple de dire les choses, de dire qu'il n'est pas un surhomme. Et cette façon de dire, lui, il n'aime pas incarner le handicap, ce qu'il dit souvent, mais incarner toute forme de différence. Et quand il parle, en fait, ça s'adresse à beaucoup de gens parce qu'on est tous différents, on a tous une différence, on est trop gros, trop ci, trop ça, on a tous vécu des traumatismes aussi qui nous rendent différents les uns des autres. Et le fait de parler à tout le monde en disant voilà, vous aussi, vous avez votre singularité, vous aussi, vous pouvez, si vous en avez envie, si vous vous donnez les moyens, être capable d'aller réaliser vos rêves, qui que vous soyez. Elle a tout dit. Elle a tout dit parce que c'est vrai que c'est moi. C'est très important en fait pour moi d'enlever toutes ces catégories qu'il y a entre les gens. C'est suffisamment le bordel en fait dans le monde pour mettre les gens encore plus dans des catégories. Et moi, j'ai pas envie d'être l'ambassadeur, le porte-parole des personnes en situation de handicap parce que je trouve que ça nous catégorise encore. Alors que qu'on soit tous en fait porte-parole de la différence, je trouve ça plus intéressant, plus excitant et plus sympa en fait. Parce que pour moi, en fait, le message que je veux faire passer, c'est que on a tous des pépins quoi. On a tous des pépins. Dans nos vies, il y a pas une vie où tout se passe bien en fait. Ou en tout cas, on a tous eu des pépins. Et en fait, pour moi, ma maladie, c'est pas plus grave que la perte d'un proche, qu'un divorce, que n'importe quoi. En fait, j'ai pas envie que les gens complexent en se disant oh là là, j'ai pas le droit de me plaindre parce que lui, il a vécu pire que moi. Pour moi, c'est pas bien de se comparer par rapport aux autres de cette manière. Pour moi, en fait, on a chacun nos pépins et surtout nos degrés d'acceptation. Il y a des personnes qui vont accepter un problème de la vie plus simplement que d'autres. Mais par contre, je suis persuadé qu'au fond de nous, on a chacun cette capacité de rebondir, quel que soit le pépin, quel que soit le niveau et le degré d'acceptation aussi. Ça va prendre du temps, ça peut prendre un peu plus de temps pour certains, mais je sais qu'au fond de nous, on a tous, au fond d'un tiroir, poussiéreux ou non, la capacité de rebondir après un échec, après un moment particulier, après un moment difficile. Tu es aussi l'égérie de certaines marques, quelque chose d'assez nouveau, la preuve d'une société qui change, où on fait appel à des profils différents, la différence dont tu parlais juste avant. C'est peut-être aussi ça qui est intéressant, c'est cette génération qui est au carrefour de beaucoup de problématiques, d'enjeux très importants,
Et on sent qu'il y a peut-être aussi une opportunité de redistribuer un peu les cartes, de voir les choses un peu différemment. T'as quel regard, toi, sur cette génération dont tu fais partie aujourd'hui? Comment tu vois tout ça, toi? Moi, je suis très fier de ma génération. Je suis très, très fier de ma génération. On peut dire ce qu'on veut sur les jeunes, sur les moins jeunes, mais en tout cas, évidemment qu'il y a plein de choses où on peut être meilleur, où on peut être plus indulgent, où on peut faire des progrès. Et ça, c'est très français à chaque fois de dire « Oh là là, on a la bourre par rapport à tel pays, on a la bourre par rapport à telle personne. » Mais c'est bien aussi de dire quand les choses, elles vont dans le bon sens. Et pour moi, notre génération, elle va dans le bon sens. On le voit d'un point de vue diversité, singularité. On s'ouvre en fait un peu plus aux gens. On écoute un peu plus les gens. Et je pense qu'il y a un outil qui va dans le sens là, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça donne la parole à tout le monde. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on parle librement d'handicap, d'homosexualité, d'addiction, d'orientation sexuelle, bref, de toutes ces choses qui peuvent être tabous en fait dans une discussion, mais en fait c'est ridicule, c'est dommage. Et les réseaux sociaux, les jeunes, aujourd'hui, il y a plein de porte-parole, il y a plein de gens qui osent prendre la parole sur ces sujets-là. Et je trouve que ça permet encore une fois de dédramatiser ces sujets qui sont en fait de société, mais en fait qui nous touchent tous quelque part. Et c'est ça dont je suis fier en fait, c'est d'aller dans le sens là, d'ouvrir la parole et de mettre en avant nos différences et les sujets qui nous touchent. À condition d'en avoir ensuite la bonne utilisation. Exactement, évidemment, c'est sûr, c'est certain. Après, comme n'importe quel réseau, c'est vrai, il y a des pour, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Mais évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Mais en tout cas, moi, je parle vraiment du bon usage, encore une fois, des personnes qui l'utilisent de la bonne manière et pour toucher les gens du bon côté, en tout cas. Dans les prochaines années, dans les événements avec forte résonance, avec un potentiel important, tu me vois peut-être venir, il y a ces JO de Paris 2024. Moi, j'ai envie de savoir, tu seras où? À Paris 2024, donc en 2024, ça sera juillet, août, septembre, peut-être au bord de la Villette, en train de boire un spritz, ça se peut. Non, j'ai décidé de pas faire les Jeux en 2024, en tout cas en tant qu'athlète. Ces problèmes de classification qu'on a parlé tout à l'heure n'ont pas évolué, en tout cas pas dans le bon sens, au contraire. Et encore une fois, j'ai pas envie de me battre pour ça. Je suis quelqu'un qui se bat dans plein de domaines, dans plein de choses, mais en fait, je préfère progresser dans les domaines dans lesquels je suis épanoui aujourd'hui, l'acting, la télévision et le sport, en l'occurrence mes expéditions, me lancer plein d'autres projets comme ça et mettre de côté la natation paralympique. Mais par contre, je mets pas de côté les Jeux de Paris 2024 parce que je fais toujours partie de la commission des athlètes, donc je suis la progression et l'organisation des Jeux. Et je serai à Paris 2024 d'une manière ou d'une autre, en tant que consultant, au bord des terrains, au bord des piscines, mais voilà, pour vivre d'une autre manière les Jeux en tout cas. Et puisqu'on aime bien se projeter dans Allons enfants, qui dit enfant dit aussi parents. Alors, je te rassure, tu as le temps, pas de pression. Mais un jour, Théo, papa, on en pense quoi? Eh bien, quelqu'un a déjà son avis sur la question. Théo, je le vois papa un jour. Parce que justement, je le vois, j'ai eu cette image quand je l'ai vu la première fois avec mon fils. Voilà, le voir avec son regard attendri. Et je me dis que ce sera un super papa parce que en tant que tonton, il est merveilleux. Alors en tant que papa, je serai encore mieux. Ça me touche beaucoup et oui, c'est vrai. Bon, pas tout de suite, c'est évident, mais par contre, je suis persuadé et je suis certain, je veux des enfants plus tard pour leur apprendre tout ce qu'on m'a appris et les noyer d'amour, en fait. C'est ça que j'ai envie et je serai très, très fier d'avoir des enfants plus tard. Embrasse coulés, ils seront bons. J'espère. On arrive à la dernière question, Théo, notre question un peu signature dans Allons enfants. Si tu étais là maintenant face au jeune Théo, celui qui avait à peine 10 ans, qui reprenait goût à la marche et à ces épreuves qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant s'il était face à toi? J'aimerais lui dire tout simplement que c'est que le début, qu'il a sûrement l'impression sur le coup que c'est une chose hyper difficile qu'il est en train de vivre, mais j'aimerais lui dire aussi que ce qu'il est en train de vivre, c'est ce qui va lui permettre de vivre des choses complètement dingues plus tard, parce que ce qu'il vit, ça va le rendre plus fort et ça va lui permettre de prendre conscience aussi que
que la vie, ça vaut le coup d'être vécu à 100 000%. Donc, je dirais, c'est que le début et crois en toi parce que tu vas vivre des choses complètement dingues plus tard. Merci Théo, et comme souvent dans cette émission, on aime bien conclure avec un dernier message à ton image, positif, un dernier message d'amour. Je suis persuadée qu'il le sait déjà, c'est que je suis immensément fière de lui et qu'il me porte dans la vie de tous les jours et qu'il est l'homme de ma vie, quoi. Et voilà. Et je le remercie d'ailleurs. Merci à lui. Ma vie ordinaire devient extraordinaire grâce à lui. Vous voulez me faire chialer pour la fin du podcast, en fait. Non, putain, je suis trop content. Je suis très, très fier, en fait, de tout ça. Et surtout, voilà, c'est ça, en fait. En fait, je me bats aujourd'hui au quotidien et j'essaie de faire plein de choses pour les personnes que j'aime. Et quand j'entends ma maman dire ces mots-là, c'est ma plus grande fierté et le plus beau des cadeaux. Donc, merci. Merci à toi. Se remercier, évidemment, les uns les autres. T'es au top, hein. Il fallait bien que j'en fasse une petite dernière avant la fin, mais je le pense sincèrement. Donc, encore merci. Et surtout, n'oubliez pas, allons enfants, le jour d'y croire est arrivé. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.